Parce qu'être ou devenir handicapé ne doit pas être un frein à votre autonomie. Le Noir Handicap Concept, c'est l'adaptation de véhicules pour personnes à mobilité réduite. Des solutions adaptées à tout type de handicap, de l'aménagement du poste de conduite ou aux solutions de transport. Le Noir Handi Concept, construisons aujourd'hui votre autonomie de demain. Le Noir Handi Concept, c'est 5 adresses à votre service. Renseignements au 02 35 73 63 90. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Voilà et bienvenue aujourd'hui dans une journée très exceptionnelle puisque c'est le lancement officiel de notre chaîne Handicap TV avec un invité exceptionnel également. C'est notre président de région mais c'est également, on va pas le cacher, un ami. Xavier, merci. Bah surtout qu'on se le rappelait avant, je ne sais pas si on peut dire ce qu'on se disait avant l'enregistrement, mais ça fait maintenant 40 ans. Ça fait, ouais, c'est ça, ça fait 40 ans qu'on se connaît. Et moi, je suis heureux de saluer encore une belle initiative de ta part. Ben moi, j'allais dire pari tenu. Et tu sais pourquoi je dis pari tenu? Je sais. Mais tout le monde ne le sait pas forcément, il faut que tu expliques. Voilà, tout simplement parce qu'en 2014, alors que tu étais maire de Saint-Quentin, je suis venu avec ce projet de créer cette chaîne et tu m'as dit OK à 2 conditions. La première, qu'on soit les premiers en France. La deuxième, que ce soit Saint-Quentin. Et voilà, donc aujourd'hui, cette chaîne est ouverte ici à Saint-Quentin. Xavier, c'est comme moi, les racines saint-quentinoises, ça compte. Voilà, c'est très important de garder pied là où on est né. Alors, Xavier, je voulais souligner l'implication, j'allais dire, de la région des Hauts-de-France, notamment dans ce qui concerne l'emploi des personnes en situation de handicap. On sait que la législation oblige tout employeur à prendre 6% de sa masse salariale en travailleurs handicapés. Vous êtes à 12%, le double. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours pensé qu'une loi votée, c'était bien, mais une loi appliquée, c'est quand même mieux. Et je pense qu'on peut se permettre de faire davantage. C'est vrai, quand j'étais à la mairie de Saint-Quentin, à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, et Frédéric Macaré dans la même logique, c'est pas un plafond qu'on doit atteindre, c'est un plancher qu'on doit dépasser. C'est ça la logique. Et c'est pareil à la région, le Conseil régional des Hauts-de-France. Bon, avant moi, ils avaient déjà aussi fait des efforts, mais je mets vraiment un point d'honneur. Et c'est aussi un peu un message que je veux adresser à tous les employeurs. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Beaucoup se font une montagne. Comment on fait pour recruter du personnel handicapé, travailler avec du personnel handicapé? Franchement, il y a toujours des solutions et des solutions beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles qu'on ne l'imagine. Et plutôt que d'avoir à payer une taxe parce qu'on n'atteint pas ce plafond, il y a vraiment beaucoup plus simple à faire. Et donc, ce que je fais, ce que beaucoup d'employeurs font, c'est facile pour vous de le faire. Mais ça change tout. Ça change tout pour l'insertion, pour l'intégration des personnes handicapées. Et puis tout le monde s'enrichit avec ça. Personnes handicapées qui sont effectivement dans le milieu de l'entreprise. Et puis les personnes non handicapées, parce que cette question de la différence, elle est importante. Je crois, c'est pas toi qui pourra justement dire le contraire, mais tant qu'on n'est pas directement touché, on ne se rend pas compte. Jamais on peut se rendre compte. Jamais. Et toi, tu fais partie de ceux qui m'ont beaucoup sensibilisé à cette question, voilà, longtemps, parce qu'au-delà de la question de l'emploi des handicapés, on est dans un département qui est voisin de la Belgique, et quand j'étais gamin, enfin adolescent, on avait des amis qu'on ne voyait pas le week-end, parce qu'ils allaient voir leur enfant handicapé en Belgique. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours beaucoup investi sur ce sujet, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors je me souviens également, quand tu es devenu ministre de la Santé, tu m'avais raconté une anecdote, discussion que tu avais eue justement avec des associations handicapées et qui t'ont dit mais vous connaissez rudement bien notre sujet et tout simplement parce que quelques années auparavant, ici à Saint-Quentin, vous élu, mais tu as été le premier à accepter de jouer le jeu, ouais. Vous êtes monté dans un fauteuil roulant et on a fait un parcours dans la ville pour se rendre compte véritablement des difficultés que pouvait rencontrer un usager dans un fauteuil roulant. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé
beaucoup changé mon regard et mon attitude d'élu. On parle beaucoup d'accessibilité, mais c'est vrai que quand on se met, pas à se mettre à la place, mais quand on s'assoit dans un fauteuil, et tu m'avais demandé de t'accompagner dans un fauteuil, on voit que c'est un parcours du combattant. Parce que même s'il y a des passages, des aménagements qui sont faits, la question qu'on doit se poser, c'est quand on part de chez soi jusqu'à l'endroit où on va. Mais vraiment, quand on quitte son domicile jusqu'à l'endroit. Bien souvent, les élus, on a un peu la référence. Tiens, en fait, il y a tel aménagement qu'on devrait faire. Mais personne, encore une fois, se met à la place, si je peux dire, de chez soi jusqu'à un commerce, jusqu'à un service public, jusqu'à une entreprise. Et c'est ça qui est vraiment important. Et j'ai jamais oublié, je me souviens, on avait fini sur la place de l'Hôtel de Ville. Oui, c'est ça. Après ce parcours, j'ai toujours en tête. Pourtant, ça fait longtemps. Hein. On a renouvelé l'opération quelques années plus tard, notamment avec l'inauguration de la Bulle. Et il y avait quelques artistes qui étaient venus nous rendre visite. Tu vois, tu parles de la Bulle, mais il y a aussi le Splendide. Le Splendide, Pierre-André m'avait demandé de réaliser, bon, pas avec mes petites mains, mais de piloter la rénovation complète du Splendide. Et on avait travaillé avec des associations, toujours aussi le réflexe, grâce à notre amitié, de ce qu'il faut essayer de faire. Et j'avais été très très fier qu'on reçoive le prix d'accessibilité pour les personnes handicapées et aussi d'avoir une boucle audio qui permettait aussi aux personnes malentendantes de pouvoir également avoir accès au spectacle de la meilleure façon possible. Ouais, tu fais partie de ceux qui ont beaucoup changé mon regard et mon attitude. Alors je voulais rebondir moi par contre sur la loi de 2005. Donc on sait que tu as beaucoup contribué également pour cette loi. Aujourd'hui, quand on prend du recul sur les années qui sont passées, est-ce que le but que vous étiez fixé à l'époque avec le gouvernement, le but a été atteint ou pas véritablement? Il faut une nouvelle loi maintenant. Je pense qu'il y a eu deux grandes lois. C'est 76, Jacques Chirac, qui est Premier ministre. C'est 2005, c'est Jacques Chirac qui est président de la République. On n'oublie pas 87 sur justement l'emploi des personnes handicapées, mais les deux grandes lois dont on se souvient bien, il en faut une nouvelle. Il en faut une nouvelle parce qu'il y a la question aussi des enfants handicapés qui grandissent et qui vieillissent. Comment ça se passe quand les parents disparaissent? J'ai fait une proposition que la pension de reversion du dernier parent soit transférée à l'adulte handicapé, en plus de l'allocation d'adulte handicapé, parce que c'est une maman qui m'a dit, mais si on part avant lui, c'est l'ordre des choses, mais si on part avant lui, qui va s'en occuper? C'est aussi la question de l'allocation d'adulte handicapé, c'est pas normal qu'on prenne en compte les revenus de la famille. On doit prendre en compte le handicap, et l'allocation doit être versée, quels que soient les revenus de l'autre membre de la famille. C'est aussi encore beaucoup de formalités. Ça nous renvoie en même temps sur cette allocation adulte handicapé dont on prend en fait en compte le ressource du conjoint. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit lié à la personne, au handicap, et pas tenir compte des revenus du conjoint. Et puis il manque des places. Il manque des places d'accueil, il manque des places pour justement travailler. Donc il y a encore beaucoup à faire. La loi de 2005 a changé beaucoup de choses, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup à faire. Il est temps d'avoir une troisième grande loi, mais encore une fois, une logique. Hein. Une loi votée, c'est bien. Une loi appliquée, c'est mieux. C'est mieux. Alors, avant de enchaîner sur l'ensemble de notre journée, je voudrais en terminer avec toi et parler des hôpitaux. J'ai retenu cette phrase de Christophe Prudhomme, qui est délégué syndical CGT hospitalier et qui dit de toi « Son avantage, c'est qu'il n'est ni médecin ni pharmacien et traiter les questions de santé sans contrainte de corporalisme, c'est un ministre qui ne refusait pas le débat. » C'est ça la force de Xavier Bertrand, c'est de savoir mettre les gens autour de la table. Le débat et le terrain. Christophe Prudhomme, comme des gens comme Patrick Pelloux, on n'avait pas forcément toujours les mêmes idées, mais on a travaillé ensemble. Je me souviens de la canicule, non pas celle de 2003, mais de 2005, quand on me disait au ministère que ça allait bien se passer. Je suis allé le premier soir aux urgences pour voir, et j'ai vu que ça ne se passait pas bien. Et j'ai toujours eu à cœur, dans toutes mes fonctions, j'ai les canaux officiels d'information, et c'est pas que je leur fais pas confiance, mais j'ai en plus des contacts directs. Lui a fait partie un peu de ces contacts directs, ou même si on n'était pas encore une fois d'accord sur tout, on a absolument besoin, quand on est élu, de ne pas être déconnecté, de ne pas être hors sol, et d'avoir la bonne façon de pouvoir savoir ce qui se passe réellement. Et ça s'appelle le terrain.
Expérience aussi, un peu. Et puis si on peut y mettre un peu de bon sens, je pense qu'on fait du meilleur boulot. Eh bien Xavier, encore merci. Je suis très heureux d'être là et franchement, je le dis, tu n'es pas seulement une leçon de courage, tu es vraiment une leçon de combativité comme c'est pas permis. Chapeau Ludo. Voilà, eh bien c'est notre journée tant attendue, le lancement de notre chaîne Handicap TV sur l'application du même nom, Handicap-TV. De nombreux invités vont se succéder toute cette journée. À 9h30 tout à l'heure, nous recevrons Yvan Talpart. Yvan est le délégué régional de la GFIP en région Hauts-de-France. À 10h, c'est Freddy Gréziac qui sera notre invité. Il est conseiller départemental et avec lui, nous parlerons du logement pour les personnes en situation de handicap. À 11h, la députée Aude Bonneau sera en duplex avec nous. À 11h30, c'est un autre député, mais cette fois en direct, ici dans notre studio, Julien Dive. Nous parlerons d'ailleurs de la mise en valeur des actions sur sa circonscription. À 12h, nous retrouverons l'interview que nous a accordée Michel Drucker. À 13h, c'est Dominique Rizet, journaliste sur BFM, qui sera également avec nous. 13h30, le sénateur Pierre-Jean Verzelaine nous parlera de son engagement pour la défense de la ruralité. À 14h, le député Jean-Louis Bricou sera en direct lui aussi sur notre plateau. Et puis après, nous parlerons sport à 15h avec David Avram, un athlète hors du commun, une personne hors du commun. Et à 15h30, eh bien, le président de Handisport Somme, Joseph Bendé, sera également notre invité. Et nous clôturerons cette journée avec un comédien national que vous connaissez. Il s'agit de Denis Scherer. Vous l'avez vu il y a encore quelques temps dans la série Plus belle la vie. Eh bien, Denis sera donc avec nous et il nous parlera théâtre, puisqu'il a écrit une pièce sur le thème de l'Alzheimer. Voilà. Mais pour l'heure, je vous emmène à Abbeville, où s'arrête la tournée de Handi Regional Tour. Un jour une ville, nous sommes aujourd'hui à Abbeville. Alors, au programme, nous allons rencontrer Monsieur le maire, qui va bien entendu nous parler de tout ce qui a été fait en matière d'accessibilité dans sa ville. Nous irons également à la rencontre de la société Oxydream. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez, ça touche à l'accessibilité, plus particulièrement aux fauteuils roulants. Et puis nous aurons également la rencontre avec Handisport, la responsable locale ici à Abbeville de l'association Handisport. Et enfin, nous terminerons notre petit voyage à Abbeville par une société d'aide médicale. Voilà, alors maintenant, si vous voulez bien, je vous propose de rejoindre tout de suite la mairie. Monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui à Abbeville. Alors, votre municipalité accorde une place très importante dans le handicap. Et c'est à peu près à hauteur de 500 000 €. Vous investissez tous les ans, c'est ça? Oui, on essaye effectivement à la fois de rattraper le retard, parce qu'il y a beaucoup de retard dans le pays, pas simplement ici, hein, partout dans notre pays. Et on essaye aussi d'avoir une vigilance particulière sur les nouveaux aménagements. Donc c'est à la fois de la mise en accessibilité de bâtiments anciens et de bâtiments existants, mais c'est aussi bien entendu quand on fait des aménagements urbains nouveaux et qu'on part de zéro, c'est avoir toujours à l'esprit cette notion d'accessibilité, en rappelant bien que l'accessibilité, c'est évidemment pour les personnes en situation de handicap, mais c'est également pour les personnes âgées. On est un pays qui vieillit, donc les gens ont aussi ces problèmes de mobilité. C'est aussi pour les parents avec les poussettes, tout ça pour rendre la ville plus agréable. Et c'est pour ça qu'on y consacre effectivement un budget important à la fois à la ville, mais également à la communauté d'agglomération, qui a un certain nombre de compétences, notamment la compétence transport, pour permettre que le territoire soit le plus accessible et le mieux accessible possible, sachant que l'idéal est que l'accessibilité se fasse en autonomie. Hein, on essaye aussi d'avoir cette notion-là, pas simplement une accessibilité possible par des moyens mécaniques, etc., mais également une autonomie réelle des personnes en situation de problème de mobilité. Alors justement, vous parlez du transport. Je crois qu'ici à Abbeville, vous avez aujourd'hui 100% du réseau autobus qui peut être accessible. Alors là, on a finalisé cette année les
derniers arrêts de bus accessibles, y compris en milieu rural, c'est-à-dire sur les communes autres que la ville-centre Abbeville. Donc on a terminé ça, je pense notamment qu'on a fait cette année Panier-Pagnette au Cours-sur-Somme, pour permettre là aussi de ne pas avoir de rupture entre la ville et le territoire moins urbain de notre communauté d'agglomération. On vous tire un grand coup de chapeau pour ce qui a été réalisé, et qu'est-ce qui reste encore là à faire? Quels sont vos prochains projets? Vous savez, c'est un dossier qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la ville évolue, en termes d'aménagement urbain, en termes de construction publique ou privée, on a besoin de bien vérifier que ces nouvelles constructions soient effectivement tout à fait accessibles. Donc on est vigilant à faire que, et il y a encore des choses à faire, parce que je ne veux pas donner le sentiment que tout est fait, c'est pas vrai. On n'a pas de baguette magique, on y consacre des moyens, mais malgré tout c'est du temps et il faut une vigilance particulière. Donc j'allais dire que dans l'espace public, puisqu'on est aujourd'hui sur une ville qui a 100 km de voirie, comme disait un de mes prédécesseurs, ça veut dire 200 km de trottoir. C'est pas totalement vrai, il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir. Mais en tout cas, il y a des endroits où il faut parfaire cette logique d'accessibilité. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'accessibilité, entre guillemets, pour le handicap fauteuil, mais c'est aussi de permettre l'accessibilité aux autres types de handicap. Il y a quelques années, j'avais demandé qu'on forme des agents à la langue des signes, par exemple. Bon, pour qu'on puisse avoir un accès au service public qui se fasse de cette façon-là. Donc voilà, il y a toujours d'autres types de handicap ou de problématiques, mais l'enjeu, il est simple, c'est de faire une ville qui soit une ville véritablement pour tous. Eh bien écoutez, monsieur le maire, je vous propose d'aller dans une salle que vous connaissez bien, puisque c'est votre salle du conseil. On y retrouve une start-up d'Abbeville, justement, qui s'appelle Oxydream. Alors eux, ils ont inventé un système pour les personnes hémiplégiques pour pouvoir en fait commander leur fauteuil uniquement avec le pied qui reste encore disponible. Je vous propose qu'on aille tout de suite à la salle des conseils. Merci monsieur le maire. Merci à vous. Madame de Rombure, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous présenter et à la fois la société Oxydream et à la fois cette invention que vous distribuez. Alors c'est une richesse pour Abbeville d'avoir un inventeur comme Oxydream. Je vous laisse nous présenter un petit peu Oxydream. Oui, tout à fait. Donc Oxydream, c'est une start-up en fait qui développe cette solution de conduite au pied. Donc on est deux dans l'entreprise, mon père et moi-même, et donc nous nous consacrons au développement de cette solution innovante pour les personnes hémiplégiques. Et en parallèle, nous faisons ce que l'on peut appeler des fabrications spéciales ou des personnalisations sur les fauteuils roulants manuels afin de répondre à des besoins spécifiques des personnes handicapées. Donc là, je vous laisse nous présenter justement cette particularité, puisqu'on l'aperçoit ici, hein, il y a une palette en forme de pied, et c'est justement ça qui va... En fait, ça c'est juste un accessoire. Donc en fait, il faut savoir que, juste pour rappel, une personne hémiplégique, l'hémiplégie c'est une paralysie partielle ou complète de la moitié gauche ou de la moitié droite du corps. Et donc en fait, pour ces patients hémiplégiques qui ont besoin d'un fauteuil roulant manuel pour se déplacer, l'utilisation du fauteuil roulant à double propulsion standard tel qu'on le connaît n'est pas adaptée, puisqu'il faut utiliser ses deux bras pour pouvoir se diriger et se propulser. Donc là, ce module, cette option de fauteuil roulant, remplace le système de fixation d'origine de la petite roue avant. Donc là, c'est le système d'origine. Et donc là, on vient le remplacer pour pouvoir tout simplement relier le repose-pied à la roue directrice du côté sain du patient. En même temps, la rotation du repose-pied est libérée autour d'un axe vertical. Donc en fait, ça permet tout simplement à l'utilisateur, avec son bras valide et sa jambe valide, de diriger et de propulser son fauteuil roulant. Voilà, donc la direction s'effectue à l'aide du membre inférieur valide. Donc ce que l'on a voulu aussi sur ce produit, c'est le rendre réversible, c'est-à-dire qu'à l'aide de deux doigts d'indexage ou deux tirettes, on peut décider de repasser en mode standard. Donc là, je vais tout simplement libérer la liaison mécanique entre le repose-pied et la roue. De cette façon, une tierce personne, un aidant,
Parce qu'être ou devenir handicapé ne doit pas être un frein à votre autonomie. Le Noir Handicap Concept, c'est l'adaptation de véhicules pour personnes à mobilité réduite. Des solutions adaptées à tout type de handicap, de l'aménagement du à l'utilisateur de se repositionner dans ce fauteuil en poussant sur la palette. D'accord. Voilà. Et après, hop, il relibère la rotation du repose-pied, il réenclenche la deuxième tirette et il vient s'enclencher avec la petite roue avant pour pouvoir repasser en mode autonome. Alors, comment vous fonctionnez? Ce sont les personnes en situation de handicap qui viennent vers vous, ou est-ce que vous retravaillez également avec les revendeurs, les distributeurs? Oui, tout à fait, on travaille. Donc nous, on propose notre solution à tous les revendeurs sur le territoire français. Donc si une personne est intéressée, un particulier est intéressé, il suffit qu'elle s'adresse à son revendeur habituel qui se chargera de se rapprocher, de nous contacter pour faire un essai et puis pour utiliser le système. Alors, combien coûte ce type d'équipement? Alors, le prix public est de 600 € TTC. Donc, avec, sans ce petit cale-pied, le cale-pied est à 15 €. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de remboursement par la sécurité sociale. C'est la question que j'allais vous poser, oui, de savoir si c'était si déjà remboursé. Voilà, donc c'est pas encore remboursé parce que pour ça, il faut des données cliniques. Donc là, en fait, le CHU d'Amiens est promoteur de l'étude clinique qui va permettre d'évaluer le système Emipod dans l'objectif d'obtenir un remboursement par la sécurité sociale. Votre entreprise, elle les fabrique de façon industrielle ou c'est fait à la pièce? Comment c'est fait? Alors pour l'instant, nous, on a lancé une pré-série pour répondre aux premières demandes et puis après, selon voilà, l'évolution des ventes, on augmentera les quantités pour répondre aux besoins. Et comment a été reçue justement votre nouveauté auprès des revendeurs? Ils étaient en attente de ce genre de produit? C'est quelque chose qu'on demandait? Alors en fait, aujourd'hui, il faut savoir que les solutions qu'il y a sur le marché, il y en a 3 pour les personnes hémiplégiques en fauteuil roulant manuel. Il y a la double main courante, en fait. Il s'agit de la double main courante, donc c'est 2 mains courantes qui sont sur la roue. Et en fait, pour aller tout droit, la personne attrape les 2 mains courantes en même temps. Et pour aller à droite ou à gauche, elle utilise de façon sélective soit la main courante à l'extérieur, soit la main courante à l'intérieur. Ça, c'est une solution. Il y a une deuxième solution qui est le levier latéral ou levier harnasse. Donc là, c'est un système de barre avec une poignée reliée à la fois à la petite roue avant et Parce qu'être ou devenir handicapé ne doit pas être un frein à votre autonomie. Le Noir Handicap Concept, c'est l'adaptation de véhicules pour personnes à mobilité réduite. Des solutions adaptées à tout type de handicap. Du fauteuil roulant qui permettent le positionnement ergonomique du patient. Donc notamment, en ne diminuant pas cette hauteur d'assise, on évite les bascules. Nous sommes 3 personnes maintenant. En plus, dernièrement, en plus de la vente de produits aux personnes professionnelles, nous avons développé localement une vente, un service pour aller voir les particuliers. Patients. Donc notamment, en ne diminuant pas cette hauteur d'assise, on évite les glissements du bassin qui vont créer un mauvais positionnement du patient. Et on évite d'altérer la facilité à faire les transferts, par exemple, du fauteuil roulant au lit, parce qu'on garde la bonne hauteur d'assise. Donc oui, les revendeurs sont toujours ravis qu'on leur propose une solution qui va leur permettre de répondre à des besoins des patients, notamment si le patient ne trouve aucune solution qui lui convient entre celle qui existe actuellement, la double main courante, le levier et la traction podale. Au moins, il peut lui proposer une autre solution avant, par exemple, de passer au fauteuil roulant électrique. Eh bien, merci pour tous ces renseignements. Ben, merci à vous. Accessibility, c'est une société spécialisée dans la vente de produits pour les véhicules handicapés. L'idée, c'est de vendre des produits aux professionnels de l'aménagement pour qu'eux puissent réaliser l'aménagement
pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons notre gamme de produits se divise en 3 catégories: l'adaptation à la conduite, le transfert et le transport PMR pour que la personne soit transportée dans son fauteuil. Alors c'est une société qui a été créée en 2010, qui a maintenant 9 ans d'existence. Nous sommes 3 personnes maintenant. Dernièrement, en plus de la vente de produits aux personnes professionnelles, nous avons développé localement une vente, un service pour aller voir les particuliers, leur faire des démonstrations qui leur permettent de juger et de sélectionner les produits qui correspondent à leurs besoins. Et ça, c'est un service qu'on offre aussi à nos professionnels pour aider à sélectionner les produits. D'où ce véhicule de démo. Eh ben, je vous propose, si vous le voulez bien, de faire le tour du véhicule et vous allez nous expliquer un petit peu les différentes choses qu'on peut retrouver à travers votre gamme. Pour les transferts, tout d'abord, il y a différents sièges qui permettent de réaliser le transfert. L'idée, c'est de venir à la hauteur de la personne sur son fauteuil pour qu'elle puisse effectuer son transfert du fauteuil roulant vers le siège du véhicule. Donc il y a différents sièges qui sortent, qui tournent et qui s'abaissent. Ici c'est le Tourney Evo, on va dire c'est le système le plus évolué dans sa gamme. Il est totalement programmable et ici il peut être aussi couplé avec une embase Caroni qui permet de faire glisser le siège du Tourney Evo vers l'embase Caroni. Et ainsi des personnes qui ne peuvent pas faire leur transfert peuvent quand même être montées à l'avant du véhicule, à la position qu'ils veulent, très simplement sans avoir à se bouger. Donc ici, c'est une embase six-way qui permet aux conducteurs ou aux passagers de pivoter, reculer, monter et descendre pour permettre le transfert quand un fauteuil roulant est dans le véhicule. Le Joylift, c'est un élévateur pour scooter ou fauteuil roulant électrique, on va dire lourd, utilisé par des personnes qui peuvent faire leur transfert, qui peuvent marcher légèrement. Donc l'idée, c'est de leur offrir un moyen de stocker leur fauteuil roulant ou scooter dans le véhicule sans effort et après pouvoir accéder au poste de conduite en marchant sur le côté du véhicule. Alors Chantal, vous êtes la responsable ici d'Handisport à Abbeville, d'accord? Alors le club, qu'est-ce qu'on y retrouve comme activité sportive? On y retrouve la piscine, la natation, le vélo, la pétanque, la voile, le char à voile. Et après, la sarbacane. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Chantal? La base nautique, voilà, Handisport à Abbeville, à la 85 chemin des Canotiers. Merci beaucoup. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.
toujours en direct sur Handicap TV. Nous allons maintenant aborder le thème de l'emploi avec notre invité. Il est le délégué régional de l'AGEFIP, il s'appelle Yvan Talpart. Yvan, bonjour. Bonjour Ludovic. Merci d'être venu jusque dans ce nouveau studio. Avec grand plaisir. Vous y êtes également pour quelque chose, puisque rappelons que l'AGEFIP, tout comme la région des Hauts-de-France, vous êtes partenaire de notre chaîne. Tout à fait. Et on voulait vous en remercier à titre officiel. Yvan, je vous laisse nous expliquer ce qu'est l'AGEFIP, parce qu'on entend souvent parler de l'AGEFIP, on entend parler des MDPH, on entend parler de toutes ces choses-là. Ce sont effectivement des termes qui reviennent en matière de handicap, mais qu'est-ce que l'AGEFIP ? Alors l'AGEFIP, c'est une association dont la mission est de collecter les fonds des entreprises qui ne répondent pas ou que partiellement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, c'est-à-dire des entreprises qui sont de plus de 20 salariés, qui doivent embaucher 6% de travailleurs handicapés. Si elles ne le font pas, elles sont mises à l'amende. Et donc, ces fonds sont collectés par l'AGEFIP et ils sont utilisés pour mettre en place des aides, des services, des prestations pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap et les entreprises puissent se rencontrer, travailler ensemble. Alors, on est bien d'accord, l'AGEFIP, c'est uniquement dans le milieu privé. Absolument, Ludovic. Il existe un fonds également pour le public qu'on appelle le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion dans les fonctions publiques, qui est le cousin de l'AGEFIP, qui a été créé plus tardivement. L'AGEFIP, c'est en 87, la loi de 87. Le fonds public, c'est la loi de 2005. Nous, ici, par exemple, en Hauts-de-France, par rapport à cette obligation des 6%, on est plutôt bien placé ? On est un peu mieux placé que sur le territoire national. On a un taux d'emploi qui est à 3,75%. Donc, on n'est pas à 6%. Pour autant, ce qu'on constate, Ludovic, c'est depuis ces dernières années, ces 5-10 dernières années, on a une tendance très très marquée, très forte d'entreprises qui de plus en plus jouent le jeu de l'emploi des personnes handicapées. Alors, elles n'y parviennent pas encore complètement, mais pour autant, on voit bien que la situation de l'emploi s'améliore et de l'emploi en entreprise, emploi salarié également. Alors, tout au long de cette demi-heure que nous allons passer ensemble, on va aborder justement plusieurs thématiques que sont les activités de l'AGEFIP. Dans un instant, on partira sur un reportage à Arras que nous avons fait ensemble sur l'alternance. Mais le rôle de l'AGEFIP, c'est aussi d'accompagner des chefs d'entreprise qui décident de créer leur propre entreprise malgré leur situation de handicap. Et puis nous reviendrons également sur ce que vous avez mis en place, c'est-à-dire le réseau des référents handicap. Mais pour l'instant, je vous emmène tout de suite à Arras où nous sommes allés en alternance. Quand on est en situation de handicap, la formation par alternance peut être la solution à l'apprentissage ou à la reconversion. Alors, l'alternance, c'est une solution qu'on développe depuis pas mal d'années, qui est particulièrement adaptée au profil des personnes en situation de handicap. En fait, pour caricaturer, on a deux profils. On a les personnes qui sont à l'école ou qui sortent de l'école et pour lesquelles le handicap, ça peut parfois être un peu gênant par rapport aux acquis scolaires. C'est en fonction de la typologie de handicap. Et dans ce cas-là, on met en place des dispositifs qui viennent aider les jeunes à compenser cette difficulté scolaire pour qu'ils puissent avoir le diplôme malgré leur handicap. Bon, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais par exemple, si vous avez un apprenti qui est au hasard dyslexique, c'est souvent utile de lui fournir du matériel informatique, des programmes qui vont avec pour compenser justement ces difficultés de lecture et d'écriture. Pour sa reconversion, Daria a choisi la formation par alternance. Donc le projet, c'était un projet reconversion pour ma part. J'étais dans les menuiseries auparavant et pour les soucis santé, j'ai dû faire un choix de reconversion. Donc j'ai eu cette proposition de poste d'alternance en bureau d'études. Et je voulais faire l'alternance puisque j'avais déjà eu un parcours antécédent. Et je voulais cette continuité en alternance pour le savoir-faire et la partie théorique de l'apprentissage. Je suis en entreprise la plus majeure partie du temps et après je suis quelques jours par mois au lycée Le Caron à Arras. Donc
Comme sur l'alternance, avec Daria et l'entreprise Amibois, nous avons mis en place les dispositifs donc de droit commun, mais également les dispositifs de la GFIP, les aides à l'alternance et également le partenariat avec Sourds Média dans le cadre de son handicap. On va simplement s'adapter à la situation de Daria, en l'occurrence cette situation de handicap liée à un problème de surdité. Donc on va utiliser, surtout à ce jour, des masques inclusifs, mais sinon les collègues ont l'habitude d'intervenir directement auprès de lycéens, d'apprentis et de jeunes alternants ou autres en situation de handicap. On a eu affaire à la GFIP pour aménager le poste, et d'ailleurs c'est toujours en cours d'aménagement. Et je pense qu'on arrivera à un poste qui convienne tout à fait à Daria. Aucun handicap n'empêche de faire de l'alternance. Par contre, effectivement, je pense, n'étant pas non plus un grand spécialiste en la matière, il y a certainement des domaines dans un lycée comme le nôtre qui est quand même une spécificité, c'est que c'est un lycée du bâtiment où certains handicaps ne permettent pas d'accéder à certaines filières, très certainement. Pour les publics qui sont adultes, puisque l'alternance, on pense toujours aux jeunes, mais il y a aussi des adultes handicapés, il n'y a pas de limite d'âge, c'est une grosse différence. Et pour ces personnes, la question se pose différemment, puisque souvent ce sont des gens qui sont en reconversion forcée, du fait de la survenue du handicap en cours de vie professionnelle. Et donc l'alternance, ça permet de transférer les savoir-être qui ont été acquis en entreprise sur un nouveau poste, plus qu'une formation académique classique. Alors les apprentissages varient. Là, en fonction d'un certain nombre de compétences déjà liées, il y a ce qu'on appelle des blocs de compétences. Là, je vais prendre l'exemple de Daria ici présente, qui avait déjà des diplômes liés à la société dans laquelle elle va exercer. Donc, on va amener des compétences complémentaires sur le poste qu'elle devrait occuper d'ici quelques temps. Donc voilà, c'est un planning et une alternance qui est adaptée à ses diplômes précédents, à ses compétences déjà existantes pour en amener un maximum. Donc ça peut varier vraiment d'un individu à un autre. Amibois, employeur de Daria, a trouvé dans l'alternance la solution idéale à la formation de sa future collaboratrice. Alors à la base, on ne cherchait pas forcément un apprenti, sauf que ma demande de profil était un petit peu particulière. J'avais besoin de quelqu'un d'assez polyvalent. Et c'est par l'intermédiaire du Proche Emploi puis en relais de Cap Emploi qu'on m'a proposé l'apprentissage, qui m'a semblé être une bonne solution. Et on est aujourd'hui une société qui est en plein développement, donc on avait besoin de compétences avant tout. Et c'est pour ces compétences que j'ai été intéressée par son profil. On va dire qu'en aucun cas son handicap n'était un frein. Et c'est avant tout ces compétences que je recherchais. Alors l'avantage de l'alternance, c'est qu'aujourd'hui, pour les sociétés comme la mienne, le recrutement, c'est une part compliquée. L'avantage, encore une fois, de l'alternance, c'est d'avoir du soutien aussi extérieur pour mener la personne qu'on souhaite faire évoluer, monter en compétences, la soutenir et lui apporter cette part de théorie qu'on n'apporte pas, nous, ici en entreprise. En tout cas, pas de la même manière. Alors après le parcours de Daria, sécurisation du projet professionnel en lien avec le Cap Emploi, nous avons travaillé sa reconversion professionnelle, sa recherche d'emploi et nous l'avons positionné sur une offre d'emploi sur de l'alternance. En complémentarité avec des partenaires comme les CFA spécialisés de la région, on développe un dispositif qui s'appelle donc l'action d'accompagnement vers l'alternance des personnes en situation de handicap, où le principe, ça va être d'amener la personne vers le contrat en l'aidant sur son projet professionnel, en l'aidant sur la recherche d'emploi. Et puis, on va aider aussi l'employeur, puisque souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que le handicap, ce n'est pas une difficulté importante. Ce sont souvent des aspects qui sont concrets, techniques, pas compliqués, mais quand on ne les prend pas en compte, il y a un vrai souci, il y a un vrai risque de rupture. Voilà. Et donc ce dispositif-là, il va intervenir auprès de la personne et auprès de l'employeur pour justement diminuer ce risque. Et on arrive avec des dispositifs de ce type-là à des taux de rupture qui sont égaux ou inférieurs à l'ensemble du public. C'est important que tout soit fait donc, en amont, en transparence, avec tous les acteurs, le montage des dossiers pour avoir une bonne intégration en CFA, en entreprise et que Daria se sente bien sur son poste.
Le Cap Emploi est la clé d'entrée pour tout ce maillage et tout cet accompagnement. On met en place des solutions, on les finance et on choisit les prestataires. On ne ressent aucune différence. L'intégration se fait naturellement. C'est compliqué pour les sociétés comme la mienne de recruter et on est en plein développement, donc je l'ai recruté pour la garder. Rester dans l'entreprise. Voilà. Voilà, donc Yvan, on a vu justement un petit peu comment se passait le rôle de Pôle emploi, le rôle de la GFIP, et puis il y a surtout le rôle de l'employeur, parce que s'il n'y a pas d'employeur, il n'y aurait pas de salariés en alternance. D'ailleurs, ici sur notre chaîne, sachez que nous avons 2 personnes que nous avons pris également en alternance, parce que c'est bien de pouvoir les accompagner. Donc vous, la GFIP, ça fait partie de vos prérogatives d'accompagner les gens sur... D'ailleurs, j'en profite, Ludovic, puisque moi aussi, j'ai 3 alternants en délégation régionale des Hauts-de-France. Oui, alors l'alternance, peut-être dire, Ludovic, pourquoi c'est très intéressant. Alors, c'est intéressant, en fait, à 2 titres. C'est intéressant du point de vue des personnes, d'abord. À 2 titres, pourquoi ? Parce que la personne a l'occasion, via l'alternance, à la fois de se former, de se qualifier, et donc de travailler son employabilité future, sa qualification. Et on sait que chez les personnes en situation de handicap, c'est un sujet, souvent lié d'ailleurs à la reconversion professionnelle. Donc il y a cet aspect de qualification, et en même temps, cette qualification, elle se fait dans l'emploi, donc en situation d'emploi. Donc finalement, ce qu'on recherche. Donc c'est du gagnant-gagnant pour la personne. Et puis pour l'entreprise, c'est l'occasion d'avoir une personne finalement compétente, qui monte en compétence et qui va pouvoir monter en compétence sur le produit de l'entreprise. Et dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, absolument. Donc c'est véritablement pour les 2 parties un projet qui est gagnant. Gagnant-gagnant. Absolument. Alors, on l'a vu dans le reportage, on ne laisse pas les apprentis seuls. Ils sont accompagnés justement par un de vos salariés de la GFIP. Mais rappelons également que les pôles emploi jouent un rôle très important, notamment dans la mise en relation entre le demandeur. Alors, le demandeur, c'est pas toujours le salarié, justement. Le demandeur et l'autre partie. Donc, c'est aussi important d'être employeur que salarié. Absolument, absolument. Aujourd'hui, alors nous, on appelle ça le SPE, le service public de l'emploi, dans lequel on a Pôle emploi, les Cap emploi, les missions locales. Donc, ces acteurs aujourd'hui sont évidemment vent debout sur l'alternance, et donc c'est des sujets qu'ils maîtrisent parfaitement. Et aujourd'hui, on a un rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi, avec des lieux uniques d'accueil qui permettent finalement aujourd'hui d'avoir une préoccupation importante sur la question du handicap et sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, notamment via l'alternance. Donc, ce qu'on cherche toujours à faire, c'est sécuriser le parcours. Et donc faire en sorte que les accompagnants que sont Pôle emploi et Cap emploi puissent accompagner le bénéficiaire jusque dans l'entreprise et l'employeur également. Alors Yvan, ça fonctionne, et puisque ça fonctionne, je vous propose justement de vous en rendre compte en images, puisque nous avons été à la rencontre de cette jeune fleuriste qui, en fait, est passée par l'alternance. J'en suis venue à l'alternance parce que j'ai dû faire une reconversion professionnelle suite à mes études, car je suis tombée malade pendant mes études, le jour du bac précisément. Donc suite à ça, j'étais 1 an à l'hôpital, donc mes études supérieures ont forcément été annulées. Donc de là, je suis partie sur la reconversion professionnelle, on va dire. Donc j'ai fait de longues recherches d'emploi et j'ai finalement trouvé ma voie en voulant faire de la fleuristerie. Alors en arrivant ici au CFA, j'ai été accompagnée par Christophe Minol. Donc il m'a orientée par rapport aux aménagements dont je pouvais avoir besoin durant les examens, durant le CAP, tout ça. Et ensuite j'ai eu un relais du coup avec Cap emploi pour tout ce qui est la partie entreprise. Je suis le premier interlocuteur, donc l'objectif essentiellement d'intervenir avant l'arrivée en CFA, de manière à connaître la personne en situation de handicap et de pouvoir déterminer ses besoins de compensation, les adaptations qu'il sera nécessaire de mettre en place
et si possible de faire tout de suite le lien avec les partenaires de l'emploi, donc le Cap Emploi, pour que cet accompagnement se prolonge grâce au Cap Emploi en entreprise. Alors l'accompagnement s'est passé positivement. Nous avons, voilà, on s'est mis autour d'une table, on en a échangé, discuté pour accompagner Margot au mieux, donc en CFA avec Christophe et moi côté entreprise. Donc lors d'un rendez-vous avec l'employeur, sensibilisation du handicap auprès de l'employeur, la mobilisation des aides de l'alternance à l'alternance de la GFIP et également le maintien dans l'emploi via la médecine du travail. C'est l'équipe pédagogique qui m'a informé de l'arrivée de Margot quand ils l'ont eu en cours, en atelier professionnel. Et de là, une info m'arrive et tout de suite, j'interviens. À l'époque, j'étais donc intervenant social et j'étais chargé de l'accompagnement social du handicap des personnes qui éprouvaient des problématiques différentes. Comme la fleuristerie devenait très difficile physiquement et psychologiquement, j'ai décidé d'arrêter après mon CAP. Et donc j'ai refait une reconversion professionnelle et là pour le coup j'ai trouvé la formation de BPGEPS en animation sociale. Donc je suis actuellement animatrice stagiaire dans un centre social et dans mon centre social avec mon public senior, je mets en place des activités florales où je leur apprends à faire des compositions piquées, des bouquets et je mélange avec des adolescents. Je fais de l'intergénérationnel pour apprendre mon ancien métier et elles sont super contentes. Elle a persévéré, elle a eu son CAP et après, elle s'est réorientée. Voilà, nous sommes toujours en direct sur Handicap TV. Notre invité ce matin, Yvan Talpart, délégué régional de la GFIP. Yvan, on vient de voir justement un témoignage de cette jeune fille qui est ravie d'avoir pu passer par l'alternance. Alors, il y a aussi des personnes en situation de handicap qui ont décidé de créer leur propre entreprise, de prendre leur propre destin en main. Et là aussi, vous les accompagnez ? Absolument, absolument, Ludovic. C'est important parce que c'est vrai que très souvent, la représentation qu'on a de l'emploi, c'est l'emploi salarié classique. Voilà, je cherche du travail, je trouve une boîte, j'y vais, et puis voilà, et ça marche bien, et tant mieux. Voilà, il y a aussi nombre de situations en fait où les personnes, voilà, ont un projet, et veulent le mettre en œuvre. Voilà. Alors, entre avoir un projet, vouloir le mettre en œuvre et le concrétiser, on voit bien qu'il y a des étapes. Et donc par rapport à ça, il existe, la région finance de l'accompagnement, l'État également, donc on accompagne les demandeurs d'emploi qui souhaitent créer leur activité. Alors nous le faisons également, nous avons des partenaires, des partenaires qui sont des spécialistes de la création, donc qui vont prendre en charge le bénéficiaire, l'accompagner dans l'élaboration de son projet. Voir déjà si le projet est viable, pour commencer. Exactement, voir s'il est viable, s'il a une valeur économique, comment on peut le développer, à qui faire appel, quel est le terrain de la concurrence, voilà, comment se démarquer, enfin voilà, tous ces éléments qui sont très techniques, très précis, et sur lesquels on a besoin d'avis d'experts. Donc ces experts vont accompagner le bénéficiaire jusqu'au plan de financement. Et au plan de financement, la GFIP, par ailleurs, donc ça c'est gratuit pour le bénéficiaire, c'est financé par la GFIP. Et par ailleurs, au moment du plan de financement, on a une aide également, une aide à la création d'activités, donc qui est une subvention qu'on donne au créateur, qui lui permet de faire des investissements matériels pour lancer son activité. Alors, parmi vos partenaires, on a le BGE, c'est ça ? Tout à fait. Donc, c'est quoi ? C'est pareil, c'est une association, c'est un organisme ? BGE, c'est les boutiques de gestion espace, donc qui sont en fait des spécialistes de la création d'activités sur tous les domaines, et qui donc sont un partenaire de la GFIP, dans le cas des marchés que nous passons, pour effectivement accompagner les bénéficiaires, gracieusement, pour les accompagner dans l'élaboration de ce projet et dans le suivi à l'issue, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais créer, c'est une chose. Après, effectivement, il faut développer. Et dans les premières phases de développement, c'est bien d'avoir cette possibilité de suivi qui permet on va dire, de sécuriser la création. Alors, il y a effectivement les gens qui décident de créer leur entreprise parce que voilà, c'est leur projet. Et puis il y en a d'autres, c'est par obligation, parce qu'ils se retrouvent en fait en situation de handicap. Ils ne l'avaient pas choisi, ils ne l'avaient pas souhaité. Et c'est le cas justement de la personne que je vais vous présenter maintenant. Elle est à Amiens et elle s'est reconvertie en fait dans le funéraire.
Soutenir les initiatives économiques et sociales de notre territoire, telle est la devise du BGE Picardie. Un appui aux entrepreneurs que nous présente Nadège Perrier, directrice adjointe à la création d'entreprises. BGE Picardie est une structure qui accompagne les créateurs d'entreprises sur l'ensemble des étapes de leur projet, quel que soit le domaine d'activité qui est le leur. Alors, une fois que l'entreprise est lancée, on peut encore intervenir après la création, donc tant sur les premiers moments que sur le développement d'activité. Et on peut utiliser notre réseau puisqu'on a un club d'entrepreneurs, le BGE Club, qui permet aux entrepreneurs de ne pas être isolés et de pouvoir travailler avec d'autres chefs d'entreprise et évoquer les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc sur ces clubs, en fait, on propose des réunions, des after-work, des thématiques pour effectivement apporter un appui technique sur les besoins des chefs d'entreprise. Il y a un an, Carole Cavenel a pris le risque de quitter son poste de responsable administratif PME pour créer sa propre entreprise. Bien décidée à changer l'image des pompes funèbres, en 6 mois, avec l'aide de la BGE, Carole est désormais propriétaire de l'autre rive à Amiens. Je travaillais dans une PME en tant que responsable administrative et sociale. J'ai travaillé dans divers PME pendant plus de 10 ans. J'ai eu vraiment l'envie de me réaliser professionnellement et personnellement aussi, et c'est pour ça que j'ai voulu entamer une reconversion dans le funéraire. C'est absolument pas tabou de dire que je suis en situation de handicap. J'ai une maladie dégénérative qui intervient effectivement dans mon quotidien, qui fait que j'ai des jours où c'est plus simple que d'autres. Et avec le fait d'avoir monté mon entreprise, ça me permet de me gérer au quotidien beaucoup plus facilement. Lors de ma reconversion professionnelle, j'ai poussé la porte du BGE pour un accompagnement. J'ai été accueillie par Peggy qui a su m'orienter, me conseiller et me rassurer aussi surtout. Parce que quand on est en situation de handicap, se dire qu'on va être chef d'entreprise aussi, on a différents freins. Et elle a vraiment été là pour m'accompagner, me valoriser et s'occuper aussi de toute la partie administrative qui est extrêmement lourde. Alors j'ai accompagné Madame Cavenel dans le montage de son projet sur la partie études de marché, études financières. Mais la particularité de l'accompagnement de Madame Cavenel, c'est qu'il est entré dans le cadre de la GFIP et on a eu un gros travail de réflexion sur l'adéquation personne-projet handicap. Et de toute façon, on travaille le projet en fonction du handicap. C'est-à-dire que si on reçoit une personne qui a une capacité réduite en termes de temps de travail et autres, ben on va construire le projet en fonction. Alors la GFIP accompagne les personnes en situation de handicap en leur offrant la possibilité d'avoir une subvention à hauteur de 5 000 €. Autour de ça, on a la possibilité de mobiliser des aides pour compenser le handicap. Donc aménager un poste de travail, aménager un véhicule. Vous avez le projet de vos rêves? La BGE Picardie vous aide à le réaliser. N'hésitez plus, faites confiance au BGE Picardie. Voilà, vous êtes toujours sur Handicap TV. Le thème que nous abordons est celui de l'emploi et notre invité Yvan Talpa. On vient de voir justement des gens qui osent encore se lancer. On peut que leur tirer notre chapeau parce qu'aujourd'hui on sait que c'est pas facile de se lancer. Les entreprises qui embauchent justement des travailleurs en situation de handicap, on a encore cette appréhension du chef d'entreprise de dire si je prends un travailleur handicapé, est-ce qu'il sera de même valeur qu'un valide? Oui, mais ça c'est hélas un vieux sujet avec toutes les idées reçues que tu embarques dans ta question, qui on va pas dire qu'elles n'existent plus, il y en a toujours. Je trouve que les choses évoluent quand même, hein. Le regard et la société évoluent, on le voit d'ailleurs dans les médias, hein. Il y a de plus en plus de films autour du handicap. Le sujet devient un sujet, je dirais, qui commence à devenir naturel, enfin. Voilà. Et ben pour les entreprises c'est pareil. Donc on a encore parfois des réticences, alors pas forcément sur toutes les situations de handicap, mais sur certains handicaps qui sont peut-être plus difficiles à appréhender que d'autres.
Mais on voit bien que la tendance, en tout cas, et celle qu'on accompagne nous, c'est bien une tendance de se dire, voilà, la situation de handicap, c'est une chose, voilà, la compétence, c'est autre chose, et ce que recherche l'entreprise, de toute façon, aujourd'hui, c'est la compétence. Alors, on voit, hein, vous, à la GFIP, vous allez également à la rencontre, hein, des entreprises, oui, pour les accompagner, et vous avez mis en place ce qu'on appelle le réseau des référents handicap. C'est bien ce réseau, ça permet en même temps, oui, d'échanger. Absolument, c'est tout l'objet. Donc le RRH, le réseau des référents handicap, c'est effectivement un réseau qui est maintenant national, hein, mais qui prend son essence sur chaque territoire. L'idée que l'on a, c'est effectivement de mettre ensemble les personnes, les entreprises qui ont un intérêt sur le sujet, sur la question du handicap, dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Hein, donc souvent on parle de référent handicap, hein, dans les entreprises, mais ça peut être quelqu'un de la RH, quelqu'un des achats, enfin peu importe, hein, c'est quelqu'un qui porte un petit peu le sujet pour l'entreprise. Et l'idée de les réunir, eh bien, c'est effectivement de faire en sorte qu'ensemble, d'abord nous puissions les accompagner, leur donner un peu d'expertise, les professionnaliser sur le sujet, leur expliquer ce qu'est l'écosystème, comment ça fonctionne, c'est quoi le recrutement, c'est quoi le maintien, c'est quoi la sous-traitance, avec qui on travaille, c'est quoi cette nébuleuse, voilà, essayer de mettre un petit peu de lumière dans tout ça, et puis donner un petit peu de hauteur, hein, faire un peu de temps en temps un pas de côté, aller voir d'autres choses connexes au travail, mais qui ramènent et qui se disent, ah oui, c'est possible, il y a des choses possibles, ah, j'avais pas pensé à, et puis les faire travailler ensemble, parce que ensemble ils peuvent aussi, je dirais, dégager des synergies, des connexions, et donc améliorer finalement la situation de leur entreprise après. Et faire sortir des idées. Tout à fait. Alors, on a vu, hein, justement tout ce que la GFIP était capable d'apporter comme aide, et mon Dieu qu'il y en a heureusement encore beaucoup d'autres. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait conseiller en fait à un employeur, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, hein, que ce soit parce qu'il va embaucher, parce qu'il a un salarié qui vient de se retrouver en fait handicapé, soit suite à un accident, soit suite à une maladie, on l'invite justement à prendre contact avec la GFIP pour voir un petit peu quelles sont toutes ces aides dont il peut prétendre. Bien sûr, on l'invite. Et puis avant de focaliser sur les aides, le souci qui sera le nôtre, c'est bien de comprendre quelle est sa situation, quel est son besoin. Voilà. Nous, notre travail à nous, c'est de faire avec le besoin de l'autre. Voilà. C'est de comprendre le besoin et de l'accompagner le mieux possible. Voilà. C'est bien l'objet. Et du coup, j'en profite, puisque tu parlais du réseau des référents handicap. L'université de ce réseau, qui a lieu chaque année, se tiendra à Lille cette année, les 29 et 30 mars. Et j'espère que nous y serons. Absolument, Ludovic. Alors justement, puisque on en parle, ce sera peut-être d'ailleurs la première date du lancement de notre Handi Régional Tour, puisque en partenariat avec la GFIP et avec la région des Hauts-de-France, nous allons sillonner le territoire. 15 dates au total, nous avons 3 étapes par département, et nous allons justement aller à la rencontre de tous ces gens dont on parle, les créateurs d'entreprises, les gens qui ont créé une aide qui peut aujourd'hui être apportée à quelqu'un en situation de handicap, une association qui se bat, et puis des gens comme vous, c'est-à-dire des institutionnels qui seront sur notre route de l'Handi Régional Tour pour expliquer ce qui se passe dans ces villes de la région. Eh bien, Yvan, merci d'être venu. On va vous libérer parce que je sais que vous avez un autre rendez-vous qui vous attend derrière. On va vous laisser en image avec justement un référent handicap, c'est plutôt une référente handicap d'une grande société que l'on ne présente plus puisqu'il s'agit de Bonduelle. Merci encore Yvan, et nous on se retrouve dans quelques instants. Créé en 1853, le groupe Bonduelle est aujourd'hui présent à l'international avec 14 600 salariés. Le leader international dans la transformation des légumes accorde une place très importante aux personnes en situation de handicap, comme nous l'explique Priscilla Federpil, coordinatrice de la mission Handipol. Chez nous, nous sommes convaincus que la diversité est une réelle richesse et qu'il faut la cultiver. Et pour ça, en matière de handicap, nous sommes engagés depuis de longues dates, puisque officiellement, nous sommes sous accord pour encadrer notre politique handicap depuis 2006. Notre engagement, il va se construire autour de 5 axes prioritaires. Le premier, ça va être le recrutement. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui est intégration, formation. Le troisième axe, c'est le maintien dans l'emploi.
Le 4e axe, c'est la relation avec le secteur adapté. Et le 5e axe, ça va être tout ce qui est communication interne, sensibilisation des équipes. Priscilla Federpil est également référente du réseau handicap à la GFIP et nous explique ce que cela lui apporte. Alors faire partie de ce réseau, ça apporte beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, c'est une source d'apprentissage énorme, ça nous permet d'avoir connaissance des différentes solutions sur les différentes thématiques du handicap qui existent, parce qu'il faut le dire, il y a quand même un sacré nombre d'acteurs sur le sujet aujourd'hui. Accidenté en 1997 suite à un accident de football, Stéphane a subi 18 opérations en 9 ans. Blessé à la jambe droite et reconnu travailleur handicapé, il a aujourd'hui trouvé sa place au conditionnement chez Bonduel. Bon, j'ai déposé mon CV comme tout le monde. Oui, j'avais une reconnaissance Cotorep à l'époque. Je l'ai mentionné parce que avec le RH, et puis bon, il a vu que c'était mentionné dans mon CV. Et aujourd'hui, ouais, on fait partie de l'équipe comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis conducteur de ligne comme mes collègues conducteurs de ligne. Il n'y a pas de différence, on fait le même métier, le même boulot. Stéphane est également référent handipol au sein du site de Renescure. L'occasion pour lui d'apporter son aide aux autres. Je suis actuellement aussi référent handipol. Je suis porté volontaire pour faire un stage de 15 jours au Papillon Blanc d'Azebrouck pour pouvoir être formé autour des personnes qui viennent des ateliers protégés. Mais après que c'est acquis, c'est acquis. Ils ont plus besoin de moi. Vous savez, c'est ça, il faut prendre le temps de leur expliquer. Mais après, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Le groupe Bonduel est l'exemple même que l'on peut accorder une grande place à l'humain et à l'inclusion, même dans un groupe d'une importance internationale.